forum organisé par le CCI dédié à la création d'entreprises. Les gens qui étaient là ce matin, ce pas des gens qui sont dans la désespérance. Ils sont dans l'effort, ils sont dans la difficulté, effectivement, à pouvoir traduire des valeurs ajoutées de demain qui feront l'activité, qui feront l'emploi et qui feront la dynamique du territoire et qui permettront de consolider et de renforcer ces entreprises-là. Mais à côté de ça, il y a des éléments basiques, très simples, qui font que je reviens sur cet exemple. Et quelqu'un me demandait, ou demandait dans son intervention, que l'agglomération, c'est Michel Passé qui le disait, il a entièrement raison, que l'agglomération puisse davantage encore pouvoir servir de locomotive d'entraînement par rapport à un certain nombre de réactions croisées entre les différentes politiques publiques. Je vous remets en mémoire l'action très forte, très décisive, très volontariste, qui est celle de l'agglomération depuis 6 mois, qui a été actée au début du mois d'octobre, sur la mise en place de la cellule d'accompagnement à l'emploi. 5 milliards d'euros, 8 000 emplois mobilisables, 1500 à 2000 emplois pérennisables sur les 8 000, et une action au quotidien avec tous les partenaires. Là, on a joué le rôle, et on joue le rôle de cellule pivot, qui a comme objectif de fédérer, d'organiser, de tisser les liens d'efficacité par rapport à une réalité qui est celle d'un investissement important qui va se dérouler sur notre territoire demain, d'ici 2017. C'est un exemple supplémentaire. Dans votre dossier, là, ce soir, on parle également de l'étude qui est lancée pour la mise en place d'une régie de quartier. Là, on touche à la tangente, comme le disait Max positivement, de ce qui est l'économie sociale solidaire, qui doit amener également dans la proximité des lieux d'habitat, qui soit à l'agglo, qui soit les différentes communes, des possibilités de développer le commerce et l'entreprise de proximité. C'est ce tout qui fait l'ensemble. On a inauguré et clôturé le week-end dernier la fête des vignes. La fête des vignes, c'est tout simplement 50 domaines qui, il y a 10 ans, étaient plus ou moins en capacité de baisser le rideau et qui, aujourd'hui, sont en situation, à échéance régulière, d'aller contacter et contractualiser de nouveaux marchés qui ramènent la dynamique économique, la dynamique touristique. C'est un peu ça qu'on a à faire à travers l'évocation d'un DUB, et je pense qu'ici, je ferai injure à personne de savoir que nous nous trouvons tous dans un contexte qui n'est pas facile, qui est difficile. Mais ça, c'est l'intérêt de la responsabilité qui nous réunit tous ici, que d'avoir à faire des choix. Les citoyens, ils ne nous ont pas élus à un certain moment pour qu'on enfonce des portes ouvertes ou qu'on inaugure des choses dont il est évident qu'elles donnent de l'intérêt. Ils nous ont, en quelque part, confié un mandat, un CDD qui est renouvelable tous les 6 ans, de mener à bien les affaires de la commune dans les difficultés des temps. Et elles sont plus ou moins difficiles selon les moments. Moi, personnellement, je suis effectivement dans la douleur de constater qu'il y a une évolution dans l'équilibre entre l'État et les collectivités locales. Je préférerais que l'État nous dise, tiens, mais cadeau, jackpot, on enlève les 1,5 million, on vous les restitue. L'année prochaine, il a dit, il a raison. Ça sera 1,5 million, voire peut-être 2 milliards. Mais ça veut dire également qu'on a créé d'autres réalités de territoire en proximité et solidaire. Et par rapport à la question des PIC, je vous dirais également que le FPIC, le Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales, a doublé d'une certaine manière le manque à gagner, si tant est qu'on puisse parler de manque à gagner, des 3 millions qui deviennent 1,5 million, mais qui sont compensés par le FPIC. Et puis par ailleurs aussi, on est dans des temps où il est important, ça a été dit, et j'adhère à 200%, de faire les dépenses utiles, efficaces, les choix. Tout est à revisiter. Tout est à revisiter, et notamment quand entre nous demandons à un certain moment des financements auprès de telle ou telle collectivité, le faire de plus en plus dans le temps, avec la certitude qu'on pourra les réaliser, les consommer dans les délais requis pour pouvoir le faire dans l'exercice budgétaire ou dans celui qui suit. Et puis je dois vous dire aussi que par rapport à ces réflexions générales, moi je suis très heureux de voir que le Premier ministre, il vient d'annoncer qu'il remettait à plat la question de la fiscalité. On le dit depuis 70, on est fondé sur les taxes d'habitation, sur le foncier bâti, ces 4 anciennes vieilles. Elles durent, contribution ancienne, elles durent depuis 70, le régime actuel, ou 71, peu importe. Mais ça veut dire tout simplement qu'il faut passer à notre temps. Et le problème, c'est que ça n'a pas été fait peut-être en premier, en tout début de mandat, on est à mi-mandat. Moi, si on va au bout dans cette démarche, j'ai entendu ce qu'a dit notre ami Revol, eh bien, je suis tout à fait d'accord pour qu'on y aille. Mais qu'on y aille en sortant un peu des sentiers battus. Et on ne le fera pas en un mois,
en 10 mois ou en un an. Ça prendra quand même du temps. Mais l'important, c'est d'enclencher ce chantier. Parce que ce chantier, il est fondamentalement important. Le nôtre, il est peut-être plus simple, parce qu'on a moins d'implications de fonds que ce que le requiert la politique nationale. Mais on a à faire face à une réalité. Cette réalité, j'ai entendu, j'ai lu, j'ai vu, participer aussi aux réflexions des commissions. Bon, tout simplement, on maîtrise les dépenses. On a conservé et amélioré nos marges d'intervention. Et on est aussi dans la réalité qui fait que, ici, sur le territoire de l'agglomération de Montpellier, ça a été dit aussi par beaucoup, on est dans un contexte de développement démographique qui est important. C'est plutôt un avantage qu'un inconvénient, parce que dans le train de ce qu'amène ce développement démographique, il y a un peu de chômage supplémentaire, il y a un peu également de formation supplémentaire à donner, il y a de place à faire sans l'étalement urbain pour accueillir tout ça, mais il y a surtout une forte dynamique qui rejoint souvent aussi le fait que dans ce territoire, il y a pratiquement un habitant sur 2 qui a moins de 40 ans, 34 ans pour la ville de Montpellier. Ça veut dire que la jeunesse de ce territoire, elle requiert également une volonté de ne pas brader ce qui peut être la valeur ajoutée de demain. Et quand on investit, et on sait qu'au plan national, les collectivités locales apportent 80% en gros de l'investissement national, c'est encore plus marquant dans une région, un département comme le nôtre. L'agglomération de Montpellier représente pratiquement 40% du PIB de la région. Et elle représente à peu près 60% du PIB du département de l'Hérault. Ça veut dire la responsabilité qui est la nôtre, en partenariat étroit avec les 2 grandes institutions que j'ai annoncées, mais en solidarité, en complémentarité avec l'ensemble des communes que nous sommes ici, 31 au niveau de l'agglo. J'avais une discussion à midi avec notre représentant d'une intercommunalité importante. On est dans la même situation, synergie, complémentarité, réalisme, efficacité, et s'adapter effectivement à ce que j'ai entendu, les vraies questions de solidarité. Tu as donné un chiffre de 20% de gens qui sont dans la difficulté, on pourrait même accentuer la chose. Aujourd'hui, il est important d'être très en proximité avec l'ensemble des foyers ménages, des foyers fiscaux, sur toute une série de paramètres de ce qu'est la vie au quotidien. Et un budget, il doit servir à ça, non pas, ce qui n'a pas été le cas ce soir, mais à une alimentation ou essentiellement à des prises de position sur tel ou tel aspect très accentué d'un volet politique aux politiciens. On est dans la réalité des temps. On a la responsabilité d'assurer un budget pour 2014 et je suis convaincu qu'on l'assumera. Voilà, merci pour ce débat dont je pense qu'il a été quand même très intéressant. Et puis, on a pu parler, ça fait combien 1h, 1h30 qu'on est sur le DOB. Voilà, à l'agglo, la parole est libre. On passe, si vous le voulez. Alors, on n'a pas voté, on a donné acte. Est-ce que vous êtes d'accord pour donner acte de ce débat d'orientation budgétaire 2014 ? Je vous en remercie. On continue avec les affaires financières. C'est l'affaire numéro 6. L'affectation des subventions, décision modificative. Thierry Bresse. Oui, dans le cadre de la décision modificative 2013, on propose l'affectation des subventions déjà délibérées depuis le budget primitif et l'affectation des subventions d'investissement et de fonctionnement nouvelles, telles que décrites dans le tableau ci-dessous. Je vous donne les nouvelles peut-être en investissement. Unisson 15 000 euros, Euclidia SRL 17 000 euros, Altin Mirafine 20 000 euros, Conservatoire d'espace naturel LR 10 000 euros. Pour le fonctionnement, les nouvelles compagnies Carge électrique 5 000 euros, Opéra Junior 20 000 euros, l'Académie des sciences et Montpellier 4 000 euros, Club de Palme 1200 euros, Montpellier Paille Natation 3 000 euros, École au sauvetage 1 300 euros, Club international de football Futsal Tour 15 000 euros. Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques, je mets le rapport au vote. Oui, monsieur Lantéric. Mon intervention va faire un petit epsilon de rien du tout, mais quand même, on a eu un débat intéressant sur le DOB. Je pense qu'au moment du vote du budget, il y aura des choses à dire et surtout revenir sur les conclusions du président. Mais ce n'est pas le but. Le rôle quand même des élus ici est de faire attention à tout. Je me suis permis de lire la liste des subventions que nous allons attribuer ce soir par le vote. Et permettez-moi quand même de relever quelque chose qui ne me paraît pas tout à fait normal. On n'a pas d'argent à donner, ni de cagnotte réservée quelque part, et surtout de l'argent. Tout l'argent de l'agglo doit être utile, et quand on voit les situations de certaines personnes, on ne peut pas prêter le flanc à la moindre critique, ne serait-ce que pour 1 euro donné à une association ou à un organisme. Alors je dis que 15 000 euros au club des internationaux de football, qui regroupe les anciens joueurs de l'équipe de France de foot.
Monsieur le Président, chers collègues, je me permets de vous faire part de mon interrogation concernant cette subvention attribuée à ce club des anciens joueurs de l'équipe de France Football à l'occasion du match de futsal organisé le 16 novembre à l'Arena. D'abord pour constater que l'événement censé justifier cette subvention est déjà passé, mais surtout pour m'interroger sur la réelle nécessité d'aider financièrement avec l'argent du contribuable une association regroupant d'anciennes gloires du football professionnel comme Zinedine Zidane et Michel Platini, que j'adore, hein, c'est pas le problème, qui, me semble-t-il, ne sont pas les sportifs les plus nécessiteux du pays. Alors vous comprendrez que je m'abstienne sur cette affaire pour ne pas pénaliser, mais mon vote ne pèsera pas ici ce soir. Mais quand même, je crois qu'il faut faire attention à ces choses-là, parce que ça peut être relevé comme je le relève. Franchement, ces 15 000 €, on aurait pu les mettre ailleurs. Hein. C'était pas utile de les mettre là. Merci de votre attention. C'est votre point de vue, Monsieur Lantéric, vous avez raison de l'exprimer, si ce n'est que vous ne l'exprimez que sous une facette du dossier, parce que, en gros, c'est 15 000 €. D'une part, il y avait 9 000 personnes à la manifestation, et par ailleurs, ça nous a permis d'affecter une politique tarifaire d'entrée au profit des jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes, et je pense que dans les temps où nous sommes, il est aussi important, parfois, de contribuer au fait de pouvoir se dérouler des manifestations de ce type. J'entends ce que vous dites par rapport au milieu professionnel ou autre, mais c'était pas le but de la manifestation. Le but de la manifestation, c'était de contribuer à apporter beaucoup de joie à beaucoup de jeunes. Et vous savez, moi, je vais vous dire une chose qui a une grande importance par rapport à ce que ça représente pour la vie de certains gamins. À la fin de la manifestation, quand je suis descendu de la place où j'étais dans la tribune, je me suis dirigé vers les vestiaires pour aller saluer un certain nombre de personnes. Et puis, il y avait des agents de la sécurité qui faisaient très bien leur travail et qui empêchaient en quelque sorte que le public étouffe les sportifs qui rentraient ou les participants. Il n'y avait pas que des grands internationaux, il y avait des joueurs de Montpellier, il y en avait de Nantes, il y en avait d'ailleurs, il y avait des jeunes. Et puis, il y avait une dame là qui criait, oui, oui, monsieur, je vous connais, je vous ai vu à la télé, les gars, etc. Oui. Donc, elle s'adressait à l'élu que je suis. Et je me suis arrêté, je dis, qu'est-ce qu'il y a, madame? Elle m'a dit, on est là depuis des heures, et mon petit, il aurait voulu avoir une signature de Zidane, effectivement, que vous appelez Zidane. Et ces messieurs ne me laissent pas rentrer. Les messieurs étaient impassibles, ils faisaient leur travail normal. J'ai dit, attendez, madame, où il est le petit? J'ai pris le petit, on a traversé la sécurité qui a ouvert le passage, et le petit, il était allé au vestiaire, et Zidane, en question, très gentiment, il y a signé sur son short, etc. Et le petit, il pleurait, le petit. Et entre autres, il était avec des amis qui étaient très honorés et très fiers de ça. Le petit, vous voyez, ceux qui ont assisté à la scène, ils sont calés sur un certain axe de vie pour l'avenir. Et ça, je crois que ce genre d'événement, ça sert aussi également à ça. Et il y avait beaucoup de jeunes dans la soirée ce soir. Et je pense que les 15 000 €, si ça a permis de donner une entrée à 10 €, c'est pas mal. Il fallait faire l'entrée gratuite pour certains. Je ne vais pas vous faire pleurer, hein. Il n'y a que le petit qui pleurait. Mais enfin, j'y ai été sensible. Monsieur Brahim Abou. Pardon. C'est bon. Ça va se voir. Si, ça va marcher. Là, vous m'entendez. Oui, très rapidement, Président, sans tomber dans la polémique de Monsieur Lantéric, au-delà des retombées économiques, médiatiques, d'assister à un super spectacle dans une arène pleine, l'agglomération a contribué quand même à inviter des centaines de jeunes gratuitement, au-delà du tarif social qui a été fait pour l'ensemble du public, mais tous les clubs de football, de quartier, de certaines communes de l'agglomération ont été invités. Donc plusieurs centaines de jeunes, d'éducateurs, de responsables bénévoles ont pu assister à cet événement, et je pense que ça valait la peine et pas lieu de polémiquer sur des événements comme ça. Monsieur Martel, après on passe au vote. Monsieur le Président, mes chers collègues, j'ai assisté à cette manifestation et bien évidemment à l'anecdote que vous venez de rapporter et qui était effectivement extrêmement émouvante. Parce que ce petit garçon a vécu quelque chose d'inoubliable et d'autres avec lui qui étaient là ce soir-là et qui avaient été invités ou qui avaient bénéficié d'un tarif préférentiel. Ce que je veux dire aussi, et ce qui a été remarquable, c'est l'état d'esprit qui a régné dans cette soirée. Parce qu'on a tendance à décrier parfois le foot et même peut-être le futsal. Et ce soir-là, l'Arena, il a régné un état d'esprit tout à fait remarquable. Un état d'esprit sportif qui a été retenu et remarqué par toutes celles et ceux qui étaient présents. Il y avait, vous l'avez dit, plus de 8000 personnes dans l'Arena. Et je crois que ce genre d'événement, quoi que puisse en penser M. Lantéric, c'est d'abord une manifestation sportive, certes, mais c'est sur le plan humain une manifestation exceptionnelle.
Et ce soir-là, ce que j'ai retenu, au-delà de l'aspect sportif, c'est la dimension humaine de cette manifestation, dimension à laquelle peut-être M. Lantéric n'est pas sensible. Ça va, c'est bon, on a entendu, c'est bon. Moi, je pense que vous vouliez... Non, C'est bon. je pense qu'en fait, vous vouliez faire de la promotion pour le futsal. C'est réussi. Alors, je mets le rapport au voix. Pas d'opposition. Pas d'abstention. Ah, il s'oppose. Je croyais que tu revenais en arrière. Alors, une opposition et tout le reste est approuvé. Ah, Ça va mieux. voilà. Ça s'arrange. Ça, c'est sportif et c'est fair play. Très bien. Ça ira mieux. Ça On s'arrange. passe au dossier numéro 7. Ça s'arrange. Finances, budget, décision modificative. Oui, dans le cadre de l'exécution budgétaire d'exercice 2013, il convient de procéder à des ajustements de crédit entre différents chapitres du budget principal, du budget service funéraire, budget assainissement, de l'eau brute et de l'eau potable. Pour le budget principal, la décision modificative s'équilibre à 1 249 760 € en fonctionnement et à moins 1 720 061 € en investissement. En fonctionnement, fonctionnement, dépenses, les crédits nouveaux, l'inflation réelle s'élève à moins 9 127 715 €. On note surtout comme principal justement l'intérêt de la dette qui a diminué de 6 millions d'euros au chapitre 931. Recettes de fonctionnement, les crédits nouveaux s'élèvent en opération réelle à 1 249 160 €. Il n'y a pas d'opération d'ordre, total même chiffre. Budget principal, l'investissement, les crédits nouveaux s'élèvent en opération réelle à moins de 2 953 661 €. L'opération d'ordre, 1 233 600 €. Total, moins 1 720 061 €. Pour les recettes d'investissement, les crédits nouveaux en opération réelle s'élèvent à moins 13 400 136 €. Les opérations d'ordre, 11 680 775 €. Total, moins 1 720 061 €. Il s'agit donc de bien vouloir approuver cette décision modificative du budget principal par chapitre, en section de fonctionnement et en section d'investissement. S'il n'y a pas de remarques, je mets la... Oui, monsieur Guittard. Juste une remarque en une seconde. Sur le budget d'investissement en dépenses, je note qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 opérations avec un chiffre moins. Vous êtes sur le bon chemin, je vous félicite. Oui, on se retrouve. On se retrouve. Je note. Ouais, c'est bien. La décision modificative du service funéraire s'équilibre à 6 500 € en fonctionnement. On joue la défense. Je propose d'approuver cette décision modificative budget annexe service funéraire par chapitre budgétaire en section d'exploitation, conformément à la nomenclature M14. On vote chaque fois, non? Oui, D'accord. Décision modificative du budget annexe assainissement s'équilibre à 315 740 € en fonctionnement et à 530 290 € en investissement. Exploitation, assainissement, les dépenses, les opérations réelles s'élèvent à moins 100 000 € en opération réelle, crédit nouveau. Opération d'ordre 415 740 €. Total 315 740 €. Recette d'exploitation, opération réelle s'élève à 305 190 €. Opération d'ordre 10 150 €. Total 315 740 €. Investissement, budget assainissement, toujours investissement, les dépenses en opération réelle s'élèvent à 520 140 €. Opération d'ordre 10 150 €. Total 530 290 €. Recette d'investissement aux opérations réelles s'élève à 114 550 €. L'opération d'ordre 415 740 €. Total 530 290 €. Il s'agit donc d'apposer cette décision modificative du budget annexe assainissement. Concernant l'eau brute, le budget s'équilibre à 0 en fonctionnement. Concernant l'eau potable, le budget donc s'équilibre à 0 € en fonctionnement, à 0 € en investissement. Donc il s'agit d'approuver toutes ces décisions modificatives, Monsieur le Président, de ces différents budgets par chapitre budgétaire en secteur d'exploitation et en secteur d'investissement. Alors, s'il n'y a pas d'autres demandes de précision, je mets ce rapport au voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. On passe maintenant aux autorisations de programme et des crédits de paiement qui sont en lien avec cette décision modificative. Oui, on propose donc au Conseil de bien vouloir approuver la révision du montant des autorisations de programme relatives à la rénovation de la cage de scène de l'Opéra Comédie, ainsi qu'aux acquisitions foncières, il s'agit de réserve, et d'approuver les modifications des crédits de paiement des programmes suivants: éco-cité, ville intelligente, accessibilité aux équipements liés aux moyens généraux et bâtiments, investissement lié à DSP Transport,
ligne 5 tramway, rénovation de la plateforme de Gramont, réalisation de la piscine Néréide, accessibilité aux équipements sportifs, extension 1 de l'aquarium Mare Nostrum et musée de l'histoire de France en Algérie. Cantonnement de Montpellier, station d'épuration réseau. Et de retenir comme échéancier les crédits de paiement sur le tableau que vous avez sous les yeux. Je mets ce rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Je vous en remercie. On a terminé pour les finances. On passe au sport. Monsieur Martin, c'est le Fonds spécial sport subvention. Oui. Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit d'attribuer des subventions à 3 clubs, le club de Palme de Montpellier, le Montpellier Payade Natation et le club Aqualove. Alors pourquoi cela? Parce que nous sommes dans le prolongement de ce qui a été édifié et réalisé cet été à la piscine Neptune à la Payade, et que vous connaissez bien, Monsieur le Président, puisque nous sommes allés ensemble faire la fermeture de ces animations. Nous avons fait en sorte que des jeunes qui étaient à l'abandon soient récupérés et que tous les soirs, ils viennent à la piscine pour apprendre à nager et se livrer à d'autres activités. Et les 3 clubs dont nous parlons aujourd'hui et pour lesquels je vous prie de bien vouloir accorder des subventions sont des clubs qui nous ont aidés à réaliser cela et qui continuent. Et actuellement, puisque nous avons l'ambition, vous avez l'ambition, et je la partage et nous la partageons, vous avez l'ambition de faire en sorte que ces animations se poursuivent tout au long de l'année. Et elles ne peuvent se poursuivre qu'avec l'aide que nous apportent ces 3 clubs, le club de Palme, le Montpellier Payade Natation et le club Aqualove. Et je peux vous dire que, après 3 semaines d'expérience, les résultats sont significatifs. Il y a la formation au BNSSA, aux piscines Taris et de la Payade. Il y a actuellement 2 jeunes en formation et 1 en attente. À la piscine de la Payade, il y a actuellement 6 jeunes en formation. Et il y a aussi l'activité savoir nager pour les adultes, qui a 20 inscrits actuellement sur 50 places, et l'animation jeune, à la Payade le mercredi, 5 jeunes actuellement en formation dans la perspective d'obtenir des diplômes liés au sport et à la natation. Tout cela est la démonstration de l'intérêt que nous portons à ce quartier, de l'intérêt que nous portons au sport, qui n'est pas toujours le sport de haut niveau, qui est souvent décrié, parfois à tort, et souvent à tort d'ailleurs, mais aussi au sport populaire, au sport de quartier, et avec ce que nous mettons en place actuellement, et qui va se prolonger toute l'année, toute la saison, je crois que nous répondons à l'attente des habitants de ce quartier, et pas seulement de ce quartier, puisque ça concerne non seulement la Payade, mais également Paul-Valéry et d'autres quartiers. Je crois que nous sommes véritablement dans la réponse à ce que nos concitoyens attendent, et je vous remercie donc de bien vouloir accorder ces subventions aux clubs qui sont visés dans le rapport qui vous est soumis. Et on amène également beaucoup de liens sociaux dans cette opération. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Je vous en remercie. On passe maintenant à la politique de la ville, le logement habitat. Hervé Martin, c'est le PLH, premier dossier, PLH 2013-2018. Oui, merci Président. Nous arrivons enfin au bout de cette longue procédure pour l'adoption de notre PLH. Adoption définitive, puisque nous l'avons déjà voté 2 fois, une première fois au mois de mai. Ensuite, après l'avis de chacune de vos communes, nous l'avons revoté au mois de juillet, et nous en arrivons donc maintenant, après l'avis de l'État, à une adoption définitive. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail de ce PLH, parce que nous l'avons déjà vu et revu. Je me contenterai de faire quelques remarques, et du coup, je me permettrai de faire peut-être les choses à l'envers par rapport aux présentations traditionnelles, et de commencer par les remerciements. Tout d'abord, remercier bien évidemment les services de l'agglomération sous la direction de Bruno Leroy. J'ai déjà eu ici l'occasion de dire tout le bien que j'en pensais, et y compris d'ailleurs les renforts qui sont arrivés en cours de route pendant la construction de ce PLH. Bravo Christian, tu as eu des recrutements de qualité. Merci à toi, ça a bien aidé. Remercier également l'ensemble des acteurs de l'habitat qui ont participé avec nous à la préparation et à la construction de ce PLH. L'ensemble des associations, l'ensemble des bailleurs sociaux, tous ces acteurs, au premier rang desquels, bien entendu, vous tous, les représentants des 31 communes de l'agglomération. Si nous votons aujourd'hui définitivement pour ce PLH, c'est parce que le préfet a donc enfin rendu son avis. Pour rendre son avis,
Il s'est en fait, je dirais, contenté de prendre l'avis du CRH, c'est-à-dire le Comité régional de l'habitat, qui dit de façon très succincte mais très claire qu'il rend un avis particulièrement favorable et sans réserve pour ce PLH. Avis qui est donné à l'unanimité. Pour ceux qui ne savent pas comment est composé un CRH, en gros, vous reprenez les acteurs dont je viens de parler et vous avez la composition du CRH, c'est-à-dire des représentants des grandes collectivités de la région, des représentants des associations telles la CNL, la CLCV, la Fondation Abbé Pierre, mais également les bailleurs sociaux. Donc, un grand nombre d'acteurs extrêmement sensibles à la situation du logement et à l'aide que nous devons apporter à ceux qui sont le plus en difficulté face au problème du logement. Et ce sont donc ces personnes-là que le préfet s'est permis de citer pour son avis, je répète, particulièrement favorable et sans réserve. J'insisterai quand même, puisque nous sommes ici en conseil d'agglomération, sur le rôle des communes. Les grandes lignes de notre PLH, c'est quoi? Je le rappelle, c'est 40% de logement social au regard de la loi SRU, c'est-à-dire 30% de logement social familial, 9% de logement étudiant et 1% de logement pour les personnes âgées. Et dans les 30% de logement social familial, une part prépondérante pour le PLAI, c'est-à-dire le logement le plus social parmi les trois catégories de logements sociaux. C'est également 20% d'accession à la propriété et 40% de libre. Vous voyez donc là sur le schéma qui est projeté. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 60% de ce que nous allons produire, je rappelle l'objectif de 5000 logements neufs par an, 60% de ce que nous allons produire jusqu'en 2018 va se faire à des prix maîtrisés, dans tous les cas, à des prix en dehors des logiques de marché. C'est la réponse que je veux apporter à ceux qui répètent à l'envi que l'agglomération est donnée à l'appétit des promoteurs. Je peux vous dire que les promoteurs à qui il reste 40% des 5000 logements dont je parle n'ont pas tout à fait le même avis, bien évidemment. Alors j'entends que l'effort pourrait être porté encore plus loin. Je note d'abord, et j'en remercie à la fois Thierry Bresse et bien entendu le Président, que le budget consacré au logement va passer à 3 millions, c'est-à-dire une augmentation de 50%. Il sera normalement, c'est ce qui est prévu dans tous les cas, encore augmenté l'année d'après pour arriver à un doublement du budget. Je suis, en tant que vice-président au logement, comblé parce que je ne connais pas beaucoup dans la France entière de budgets dans les collectivités territoriales qui sont augmentés de 50% d'une année à l'autre. Donc il y a une véritable prise en compte de ce problème-là. Alors c'est sûr, on pourrait doubler l'effort porté pour éviter effectivement que le rattrapage se fasse sur 80 ans et que du coup il se ferait sur 40 ans. Quelle ambition! Excusez-moi, j'ai une autre vision des choses. Je crois qu'il faut, et je reviens aux communes, pendant un an de discussion, voire de négociation avec l'ensemble des communes, j'entendais plutôt des communes qui me disaient « Oh là là, attention, tu m'en demandes beaucoup ». Alors je lance un appel avant que le vote, là, à l'ensemble des communes. S'il y a ici une commune qui veut bien faire 80% de logements sociaux, et je rappelle que nous avons aussi 20% d'accession à la propriété, qu'elle lève vite le doigt pour que nous puissions l'inscrire tout de suite dans le PLH. Donc ne nous trompons pas d'objectifs. Oui, il y a des objectifs nationaux. Personnellement, je fais partie d'un parti politique qui a perdu les élections présidentielles et qui a eu un certain nombre de députés, mais pas suffisamment pour obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Donc je construis ce PLH en fonction de l'état réglementaire législatif national. Mais j'aimerais que ça aille plus loin nationalement. Je n'oublie pas que le logement social, il est construit avec des financements qui sont basés sur l'impôt.
Ma volonté, ça serait deux choses. D'abord, effectivement, que l'on sorte le logement de la logique de marché. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on continue de ponctionner sur l'impôt le financement du logement social pour loger les plus pauvres, pendant que certains vont continuer de s'engraisser grâce aux populations qui, elles, en ont les moyens. Donc, en gros, nous, on s'occupe des plus pauvres, on socialise cette partie-là, et d'un autre côté, on continue de s'engraisser gentiment sur le dos des populations. C'est là-dessus, bien entendu, qu'il faut agir, et c'est là-dessus que j'ai voulu agir sur le territoire de l'agglomération, avec les moyens réglementaires que j'ai à disposition, en faisant en sorte que 60% de ce qui sera produit se fasse en dehors des prix du marché. Alors sinon, il faudrait produire encore plus. Aller au-delà des 5000 logements neufs construits par an. Je lisais dans une certaine presse, il y a encore peu de temps, que 5000 logements par an, quand même, déjà, ça allait très très loin. Voilà, donc est-ce qu'on sera capable d'aller plus loin? Je prétends que non, parce que vous savez tous comment on a construit ce PLH. Dans chacune de vos communes, on a posé les cartes sur la table et on a cherché tout le foncier disponible pendant les 6 ans à venir, de façon à construire ce qui permet de répondre aux besoins avec la part nécessaire pour le logement social. Voilà comment nous avons procédé. Je dirais pour conclure, j'étais il y a quelques jours à une réunion nationale qui n'avait rien à voir avec le logement, c'était des assises consacrées à la question du sport. Mais il y avait, du coup, beaucoup d'élus de gauche, de mon parti, de partis du Front de gauche, du Parti socialiste, des Verts. Et à mon grand étonnement, parce que je n'étais pas là pour ça, j'étais là pour des questions qui portaient sur le sport, beaucoup de ces élus sont venus me trouver en me disant « Mais comment tu t'es démerdé ?» Excusez-moi l'expression. Parce que permettez-moi de dire que 40% de logement social au regard de la loi SRU, il y a très peu de collectivités locales qui arrivent à ce niveau-là. D'ailleurs, si le préfet nous a donné un avis aussi favorable, c'est parce que nous dépassons très largement les objectifs que nous aurions pu nous fixer si nous avions simplement appliqué à la lettre la loi SRU version 2, je dirais, c'est-à-dire version Duflot. Tout simplement, et c'est par là que je veux en finir, par des remerciements à l'ensemble des communes et plus particulièrement aux 12 communes qui ne sont pas concernées par la loi SRU. Puisque seulement, parce que je rappelle au passage, parce que des fois il y a une certaine confusion, que l'agglomération en tant qu'entité administrative n'est pas soumise à la loi SRU. Ce sont les communes qui sont soumises à la loi SRU. Sur les 31 communes de l'agglomération, il y en a 19 qui sont soumises à la loi SRU. Et il y en a 12 qui n'y sont pas soumises. Donc je tiens particulièrement à les remercier. Parce que si nous sommes en capacité de répondre au mieux aux problèmes de nos populations, et de dépasser largement le cadre strictement réglementaire qui m'était proposé par la loi Duflot, c'est parce que ces communes-là ont joué la carte de la solidarité sur l'ensemble de l'agglomération. On jouait en particulier la carte de la solidarité avec la ville-centre de Montpellier, qui, je le rappelle, est à 22% de logements sociaux, et donc atteindra à l'horizon 2025 les 25% de logements sociaux. Donc un grand merci à ces communes qui ont joué la carte de la solidarité. Je vous remercie. Merci, M. Martin. Alors, avant qu'on passe au vote, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Alors, dans l'ordre, Monsieur le maire de Saint-Georges, le représentant de Pignan et Monsieur Revol. Et Saint-Jean-de-Védas. Les deux. Les deux, Saint-Jean-de-Védas. Allez-y. Oui, j'y vais. Ça passe très bien. Bon, vous imaginez bien que le 25 juillet, j'ai voté contre le projet et qu'aujourd'hui, je vais voter contre le programme. Parce que, et je le redis clairement, la loi Duflot, notamment la SRU version 2, d'après moi, est carrément inapplicable déjà dans sa réglementation légère. Puis en plus, quand on dépasse les limites, ça devient carrément impossible à réaliser. Alors, ce soir, nous allons nous exprimer et voter pour ou contre un PLH, tout en sachant, pour la majeure partie d'entre nous, que nous n'aurons pas la possibilité de le faire. Et c'est pour ça que je nous donne rendez-vous en 2018 pour faire le point. Voilà.
la raison pour laquelle je voterai contre. Dieu sait que je suis pour les logements aidés, pour faire en sorte de loger le plus de personnes, mais il ne faut pas mentir et il ne faut pas se mentir. Actuellement, vu l'état de nos finances, il est impossible à mes yeux, de valider cette seconde version. Je travaille actuellement encore, puisque on a encore 2 mois pour le faire, sur la première version SRU, mais la seconde, d'après moi, me paraît très difficile à boucler. Monsieur le représentant de Pignan, Monsieur Gervais. Oui, je voulais juste expliquer mon vote par quelques mots. Si je suis bien évidemment favorable aux 30% de logements sociaux dans ce nouveau PLH, je ne peux valider les choix qui ont été retenus concernant la commune de Pignan que je représente ici. En effet, le nombre de logements retenus et les emplacements pour réaliser ce PLH ne sont pas compatibles avec la future ZAC qui va voir le jour en 2014, où à terme il est prévu 650 logements. De fait, le nombre de 115 logements annuels sur la période 2013-2018 sera largement dépassé. Donc par conséquent, je m'abstiendrai. Monsieur Revol. Quelques mots pour relayer l'appel lancé par mon ami et camarade Hervé Martin. Je pense que les communes, bon, on ne va pas reprendre le débat qui a eu lieu en juillet ou avant, il a été suffisamment approfondi. Mais les communes ont la possibilité de rattraper leur retard en logement social. Moi, j'arrive ici, c'est le seul mandat que j'ai exercé depuis 2008. Quand je me suis retrouvé dans ma commune, il y avait 102 logements sociaux, 3,7% de taux. Et on m'expliquait, on est contraint par le PPRI, on est contraint par le PPRIF, il y a tel terrain qui ne peut pas le devenir, etc., etc., etc. Si j'avais écouté ces Cassandres, on serait toujours au même endroit. Or, dans ce domaine, je pense qu'il y a une responsabilité des communes. Et c'est la loi qui l'impose. Aujourd'hui, avec les programmes qu'on est en train de livrer, nous allons arriver à 400 logements sociaux. D'accord ? Alors on me dit, oui, mais est-ce que c'est bien accepté par la population ? Bon, pas plus tard qu'hier, on en a inauguré 40, et je représentais aussi l'agglomération à cette occasion, et je peux vous dire que toute la population était rassemblée, qu'on crée une véritable mixité sociale, et qu'il y avait un véritable enthousiasme. Il ne s'agit pas de faire seulement, il s'agit aussi de mobiliser les gens autour de ce qu'on fait, et de leur faire partager finalement cette capacité qu'on a à vivre ensemble, bien qu'on ait des revenus et des origines différentes. Donc je pense qu'il y a un enjeu communal à ce sujet. Et le courage politique, c'est à 4 mois d'une élection dont on sait que les propriétaires votent à 89%, alors que les locataires ne votent qu'à 55%. Le courage politique ce jour-là, c'est à 4 mois d'une élection de dire « nous devons atteindre le logement social si on a une petite conscience du problème social auquel est confrontée notre population. » Donc c'est pour ça que j'ai voté avant le PLH. Je le trouve sur certains points insuffisant, mais je le revote aujourd'hui avec enthousiasme. Merci, Monsieur Revol. Saint-Jean-de-Védas. Alors, qui commence ? Madame le maire. Commencer, si Monsieur Lantéric me le permet. Merci Michel. Oui, rapidement, on ne va pas refaire le débat et je reviendrai et je rejoins en ce sens sur les propos tenus par mon collègue de Saint-Georges-d'Orques. Le rythme de production qui est demandé à Saint-Jean-de-Védas n'est pas tenable. C'est la raison pour laquelle, lors du vote du Conseil d'agglo, je m'étais abstenue. La commune de Saint-Jean-de-Védas a rejeté le volet qui concerne donc notre territoire. Je vais m'abstenir sur ce PLH tout simplement parce que, même si je dis que ce rythme de production qui nous est imposé n'est a priori pas tenable pour la commune de Saint-Jean-de-Védas, mon objectif, c'est la production de logements sociaux. Et je rejoins en ce sens ce qu'a dit M. Revol. La situation est difficile, Saint-Jean-de-Védas, c'est peut-être un petit peu une exception. J'arrive après une équipe qui est restée 20 ans aux commandes, je suis désolée de le dire, qui est de votre sensibilité politique. Nous avons trouvé
3% de logements sociaux sur Saint-Jean-de-Védas, et ces mêmes personnes continuent aujourd'hui de mettre des bâtons dans les roues pour la production de logements sociaux sur Saint-Jean-de-Védas. Ce sont des contentieux à n'en plus finir, ce sont des pétitions pour monter continuellement les gens contre la production de logements sociaux. Donc je voudrais vous alerter sur la difficulté qui est la nôtre. Ce sont vos camarades, dites-le leur. Dites-le leur. Voilà, il faut que nous ayons plus de logements sociaux à Saint-Jean-de-Védas. Et c'est l'objectif que je me suis fixé. Alors, attendez, je peux entendre beaucoup de choses, mais il ne faut pas faire des amalgames. Ici, on n'est pas dans la saga locale. Hein. Les questions de Saint-Jean-de-Védas qui alimentent depuis quand même pas mal de temps la chronique des comptes rendus des conseils municipaux, je vous laisse le soin de les gérer. Ce n'est pas mon problème ici. Voilà. Et c'est la même chose pour toutes les collectivités. Monsieur Lantéric. Oui, alors, ça vous paraîtra peut-être bizarre que j'intervienne de nouveau, moi aussi, au titre de conseiller d'agglo sur ce sujet, mais je pense que c'est important de pouvoir le faire, à la fois sur la forme et sur le fond. Sur le fond, je vous dirai tout à l'heure, mais sur la forme. Aujourd'hui, dans notre instance ici, dans la composition dans laquelle on est, les oppositions ne sont que très peu représentées, ou pas représentées. Bon, oui, ce qui fait que normalement, une position prise par un conseiller ici doit être durement discutée et votée effectivement dans le conseil de la commune elle-même. Ceci dit, aujourd'hui, on a cette chance à Saint-Jean-de-Védas et je trouve que c'est du plus pour l'avenir de pouvoir exprimer des sensibilités très différentes. Vous êtes multipolaire, alors. On est multipolaire, mais on va rester multipolaire et jusqu'au bout. Et là-dessus, je ne laisserai pas passer les choses et je ne laisserai pas dire n'importe quoi. On a trouvé une commune à 3% de logements par l'ancien maire, vous lui donnerez la couleur qu'il veut. Pour moi, c'était certainement pas un maire de gauche, parce qu'un maire de gauche qui arrive avec un bilan au bout de 20 ans de 3% de logements, excusez-moi, mais on n'est pas du tout dans le tempo, là. Ça va pas, là. Il y a pas les choses. Alors, c'est vrai que c'était difficile. C'est vrai qu'on s'est engagé dans une union qui n'avait pas de couleur à l'époque. Elle n'a toujours pas pour moi, mais malheureusement, elle en a pris. Ce qui a créé vraiment des difficultés. C'est vrai qu'on s'était engagé à dire, là-dessus, on va faire un effort considérable, on va essayer de rattraper le retard. On ne va pas concentrer sur les actes qu'on est en train de créer, mais on va essayer de répartir et de faire du réinvestissement urbain et de travailler sur une véritable politique de logement social avec une politique volontariste. Malheureusement, dans cette équipe, et c'est là le fond de grosses difficultés, il n'y a pas eu cette volonté politique de tous les partenaires. Nous l'avions, mais il y a eu échec à toutes les tentatives que nous avons voulu faire, nous, en ce qui concerne le groupe dit des écolos, avec toujours nos valeurs de gauche que je revendique au plus haut point, on n'a pas pu le faire. Que l'opposition, qui était avant la majorité, ne nous l'ait pas laissé faire, c'est de bonne guerre, mais je trouve ça pas normal. Pas normal pour les gens qui sont dans la cagade, qui sont vraiment dans des difficultés terribles. Et si on n'arrive pas à vraiment, par une politique volontariste, à permettre à ces gens d'accéder effectivement à des logements, on réglera pas les problèmes. Et c'est vrai que tout à l'heure, quand j'interviens, on disait un peu dessus, oui, ces gens, ils regardent tout, et le moindre euro qui est donné, pour eux, ça leur fait de la peine, ou ça leur fait mal au cœur, parce qu'eux, ils sont vraiment dans la mouscaille et que c'est très difficile. Alors oui, ce soir, je voterai au nom des différences et au nom des valeurs auxquelles je crois. Oui, je voterai avec les deux mêmes et j'en ai qu'une. Oui, je voterai ce PLH. Parce que si on avait respecté les accords chez nous, c'est ça qu'on aurait fait et on ne vous aurait pas donné un vote la dernière fois. Alors elle s'est abstenue. Merci, Madame le maire, elle a eu une sagesse en s'abstenant. Moi, ce soir, je ne m'abstiendrai pas et je voterai, j'en prends toute la responsabilité pour l'avenir, je voterai ce PLH parce que je trouve que ce qu'a dit Martin tout à l'heure, ce qu'il a démontré, c'est fabuleux, c'est enthousiasmant et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à régler c'est vraiment des problèmes parce qu'il y a des gens qui sont en difficulté. Merci. Vous méritez presque une hall là. Bon, il faut avoir des inducteurs solides. Ouais. Dernière intervenant, s'il n'y en a pas d'autres qui s'inscrivent, Monsieur Passé. Rapidement, Monsieur le Président, je crois que c'est un vote d'importance parce qu'avec l'emploi, la question du logement est certainement la question dominante chez les habitants de l'agglomération. Et en sachant toutes les conséquences que ça a lorsqu'on n'a pas de logement. Quand on parle de lutter contre la pauvreté, etc., contre l'insécurité et tout, un des premiers remèdes à mener, c'est d'avoir un logement, d'avoir un toit. Et donc, moi, je partage
l'appel de mon ami René Revol, on ne peut pas faire moins, on doit avoir la responsabilité politique de faire plus, si on peut. Et je regrette qu'un certain nombre de communes, qu'on dise qu'on a des difficultés, c'est réel, n'engagent pas le débat pour au minimum atteindre les objectifs, voire les dépasser. La deuxième chose, c'est que on n'a pas tous les mêmes vues sur les compétences, sur les pouvoirs, etc. de l'agglomération. Mais là, on a un bel exemple à donner. Ce serait remarquable si la communauté d'agglomération dans son ensemble arrivait à répondre, pas totalement, mais en grande partie à cette question du logement, notamment par une impulsion dynamique à travers le logement social, parce que la réponse serait pas là. Ce serait quand même pas mal, pour ceux qui sont beaucoup plus que moi défenseurs des métropoles, de l'agglomération, etc., une belle leçon à donner à nos voisins qui sont à côté. Il y a combien de logements sociaux à Saint-Clément-la-Rivière, à Saint-Gilles-du-Fesque, à Palavas, etc. et tout. C'est-à-dire que là, on donne du sens à l'engagement communautaire et on donne du sens à la solidarité entre les communes. Merci, M. Passé. Mais le sens, il a été donné quand même, je crois, déjà depuis pas mal de temps, dans les exemples concrets. Bon, je mets ce rapport au voie. C'est un rapport. Tu voulais parler? Ah non, je crois qu'il avait le mot. Je mets au voie ce rapport qui est important, qui engage la période 2013-2018. Pas d'opposition? Une opposition? Abstention? 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstentions. 7 abstentions. 7 abstentions. Le reste approuvé. Je vous en remercie, parce que c'est un gros travail qui a été effectué là, dans le respect de toutes les expressions. C'est un gros travail qui a été mené, parce qu'on était bien observé, l'agglomération de Montpellier. Et comme le dit Michel Passé, j'espère que dans l'ensemble des autres territoires, autour et beaucoup plus loin de Montpellier, on aura la même dynamique par rapport à cette cause nationale. L'affaire numéro 11. On est sur un avenant à la Convention de gestion des aides à l'habitat privé, conclu avec l'ANA. Oui, on va essayer d'accélérer un peu. Allez. Alors, oui, en fait, là, ça sera quand même un tout petit peu long, puisqu'il s'agit de la clôture de l'exercice 2013. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne la réalisation des logements sociaux, l'avenant numéro 5 à la Convention de compétences signée avec l'État au mois de mai dernier fixait un objectif de 1400 logements sociaux et d'insertion à financer. Et donc l'avenant numéro 6 de fin de gestion a pour objet de porter ce nombre à 1490, qui sont répartis de la façon suivante. 644 PLAI, je note que l'objectif initial était de 440 PLAI, 717 plus et 129 PLS. Concernant les 644 logements à financer en PLAI, ils se décomposent en 324 logements familiaux, 308 étaient prévus initialement, et en 320 places d'hébergement, 132 étaient prévues initialement. Donc je note que le PLAI a donc une part de 43% du total des logements sociaux, notre PLH fixant une part de 30%. Et lorsqu'on sait que le PLAI est le logement donc le plus social, je vous rappelle que 75% de la population de l'agglo est éligible au logement social et que parmi ces personnes-là, 80% sont éligibles au PLAI. Donc il était important de porter un effort particulier sur le PLAI, ce qui a été fait en 2013. Les perspectives de réalisation 2013 avec 1361 plus et PLAI sont donc supérieures aux attentes de l'État, qui fixe, dans le cadre de sa feuille de route régionale, 1170 plus et PLAI à produire cette année dans l'agglomération. Elles sont supérieures également à l'objectif de notre PLH que nous venons de voter, qui indiquait 1250 logements en plus et PLAI. Le PLS ordinaire, lui, représente 129 logements. Et en ce qui concerne le PLS spécifique, il y a 129 places en établissement d'hébergement pour personnes âgées, en EHPAD, et 7 logements sociaux étudiants.
Enfin, 72 logements seront financés en PSLA, c'est-à-dire en location-accession. Alors là, par contre, nous avons un large déficit, puisque 175 étaient prévus. Je rappelle, nous venons de le voir dans notre PLH, que nous avons prévu 20% d'accession à la propriété dans notre PLH. Donc je pense que maintenant que nous l'avons adopté de façon définitive, il faudra que nous portions particulièrement l'effort sur ce PLH, sur l'accession et sur le PSLA, soit en faisant vraiment en sorte que sur les grosses opérations dans vos communes, il y ait effectivement les 20% d'accession à la propriété, soit pour ce qui concerne le diffus, en portant dans le PLU une servitude de mixité sociale qui permettra d'atteindre ces 20%. Je rappelle que le PSLA est certainement le produit le plus pratique, disons, puisqu'il permet des prix encadrés, une TVA à 5,5 et en quelque sorte un dispositif le plus sécurisé pour l'accédant. Donc, nous avons un montant total des crédits délégués à notre agglomération de 4 681 502 euros contre 3 285 839 euros en dotation initiale, dont 2 767 452 euros dédiés au financement en PLAI de places d'hébergement et logements adaptés contre 1 347 984 euros initialement. Concernant la rénovation de l'habitat privé ancien, la réhabilitation des parties communes des immeubles en copropriété concernera cette année 434 lots d'habitation pour un objectif qui était fixé à 419. S'agissant de la lutte contre l'habitat indigne et très dégradé, 29 logements seront finalement financés pour 36 prévus initialement. 25 logements locatifs seront réhabilités et loués à loyer modéré après travaux pour un objectif initial fixé à 71. Et nous permettrons également l'amélioration de 116 logements occupés par des propriétaires modestes au titre de la lutte contre la précarité énergétique ou de l'adaptation au handicap ou au vieillissement, ce qui est conforme aux objectifs qui étaient fixés à 120 logements. Par ailleurs, 225 propriétaires occupants bénéficieront de l'aide de solidarité écologique attribuée au titre du programme national Habiter mieux pour des travaux d'amélioration de la performance énergétique, ce qui représente là, par contre, 3 fois l'objectif qui était fixé à 69 propriétaires. Le montant des droits à engagement pour la rénovation de l'habitat privé est ainsi porté à 3 353 571 euros, contre 3 192 269 prévus initialement. Donc une enveloppe supplémentaire de 161 302 euros supplémentaires. À noter également la forte augmentation de la dotation du programme national Habiter mieux, portée à 623 302 euros contre 170 182 euros prévus initialement, dans la perspective notamment de la rénovation de la copropriété des Flamands Roses, située dans le quartier de la Mosson à Montpellier. Voilà un rapide aperçu. Merci pour ces précisions de ce rapport numéro 11. Je le mets aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Alors maintenant, on va passer à 5 ou 6 rapports qui concernent les garanties financières, les garanties d'emprunt apportées à des opérations de logements sociaux. Voilà, nous pourrons les voter globalement. Je propose qu'on les, s'il n'y a pas d'opposition, on les vote ensemble. Alors là, le premier, c'est à Cournon-Sec, oui, avec 15 logements en plus et 6 en PLAI, une subvention de 1 749 708 euros. Sur ce dossier, ne voteront pas Mesdames Caposi-Boilam, Fourteau et Messieurs Bouillet, Passé, Pastor, Pouget et Subra. On continue. Ensuite, nous sommes à Montpellier, une VFA de 11 logements sociaux, 8 plus et 3 PLAI, une subvention de 715 463 euros. Dossier 14, on est à Pierre-Vive. À Pierre-Vive, à Montpellier, 35 logements sociaux pour une subvention de 3 40 881 euros. Je précise qu'il s'agit de PLS, mais nous sommes donc dans le quartier... Pardon ? Oui, j'ai dit... Ah, excusez-moi, si j'ai dit subvention, il s'agit de garantie.
Donc nous sommes dans le quartier Mosson qui comprend déjà 51% de logements sociaux. Ensuite, on va à Grabel pour 2 logements. Grabel, 2 logements, un plus, un PLAI pour 223 767 €. Saint-Jean-de-Védas, 14 logements sociaux, 10 plus et 4 PLAI. Un montant de 1 059 188 €. Voilà, Je nous mets pouvons faire voter. tous ces dossiers de garantie d'emprunt au vote de l'Assemblée. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 16. Il s'agit là de 17 plutôt, d'un contrat local d'engagement contre la précarité énergétique et un avenant numéro 2. Oui, il s'agit de prolonger le contrat local d'engagement contre la précarité énergétique. Lors du dernier Conseil, nous avions approuvé notre programme d'intérêt général rénové pour un habitat durable et solidaire, qui vise notamment à améliorer la performance énergétique des logements anciens. Ce programme est labellisé Habiter mieux et donc il nous faut reconduire notre contrat local d'engagement pour renforcer les moyens mis en œuvre dans la lutte contre la précarité énergétique à travers la délégation par l'ANA d'une enveloppe complémentaire du FART, c'est-à-dire du Fonds d'aide à la rénovation thermique, d'un montant maximum de 1 786 800 € jusqu'en 2017, ce qui correspond à un objectif de 456 logements à réhabiliter au titre du programme Habiter mieux. Je précise également que pour pouvoir porter, en ce qui concerne les propriétaires occupants, l'aide de solidarité écologique au maximum de 3 500 €, l'agglomération sur fonds propres accorde une prime complémentaire de 500 € par logement dans le cadre donc de notre opération rénovée pour un habitat durable et solidaire. Je vous remercie. Voilà, Monsieur Lantéric, un exemple concret de ce que vous souhaitiez. C'est dans le dossier, c'est financé, et on continue avec beaucoup de volonté sur ces dossiers-là. Je le mets aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Ça, c'est du concret, là. On passe, merci Monsieur Martin pour le logement, on passe maintenant à l'urbanisme, politique foncière, 11. C'est la demande d'ouverture d'enquête préalable à la déclaration du projet et la mise en compatibilité du PLU de la ville de Montpellier. Oui, alors il y a deux affaires qui concernent ce dossier. Je vous rappelle qu'on est dans le territoire de l'écocité, validé par le ministère de l'écologie et de l'aménagement du territoire, par l'ADEME, et on s'intègre dans ce territoire pour réaliser un projet urbain d'ensemble qui a été confié par concession à la SAM. Et dans le cadre de ce projet d'ensemble, on va rentrer dans une phase opérationnelle puisqu'on a décidé de la création d'une ZAC qui s'appelle OSE 1 et on va, dans le cadre de cette ZAC OSE 1, nature urbaine bien sûr, Montpellier nature urbaine, on va maintenant passer au dossier de réalisation. Alors c'est ce dossier de réalisation que je vous demande de lancer et de façon concomitante, on va aussi mettre en compatibilité le PLU de la commune de Montpellier. Et là, ça mérite que je m'attarde un peu, puisqu'il s'agira ici de proposer une nouvelle orientation d'aménagement pour ce périmètre, de créer une nouvelle zone à urbaniser 14 AU qui va intégrer les grands principes d'aménagement urbain du projet qui sont rappelés dans la délibération. Nous allons créer un secteur de zone naturelle N6. Alors là, je regrette que Madame le maire de Montpellier soit pas là ce soir, absente, parce qu'elle aurait pu peut-être comprendre que ce qu'elle disait l'autre soir en conseil municipal sur les grandes porosités, nous les mettons en œuvre ici depuis longtemps. On n'a pas attendu des professeurs doctes pour réaliser ce dossier-là. Donc le grand Nègre-Cat, le parc du Grand Nègre-Cat, le corridor hydraulique du Nègre-Cat, il est partie prenante de ce dossier-là, comme on le verra sur Aude, la lagune et la rétention, qui sera bien proposée aussi. Donc suppression des emplacements réservés, bien sûr, puisque maintenant ils sont calés sur le contournement Nîmes-Montpellier, la Neuf et la Gare. Voilà pour cette mise en compatibilité. Et là, bien sûr, sur cette portion de PLU, le nouveau PLH s'imposera. Il sera à 40% de logements sociaux. Voilà, Monsieur Martin, pour déjà vous rassurer sur à peu près 2000 à 2500 logements à réaliser dans ce secteur-là, en même temps que, vous n'étiez pas inquiété bien sûr, mais je m'adresse au conseil municipal de la ville de Montpellier. Voilà, mais on aura ces 40% de logements sociaux qui seront réalisés, en plus des activités de la création d'emplois qui est portée par ce dossier-là. Pardon ?
Oui. Non, mais c'était par rapport à certains discours. Voilà. Et je souhaite rappeler ce qui est fait et ne pas avoir constamment de leçons sur des réalisations que l'on fait et que l'on dit depuis pratiquement 2-3 ans sur tous ces dossiers-là. Alors, oui, bien sûr. Monsieur Lantéric, s'il vous plaît. De la suite dans les idées, je ne vais pas vous refaire l'intervention que j'avais faite au dernier conseil. Christophe, t'es sympa, mais bon, je pense que les affaires de la ville de Montpellier doivent rester au niveau des affaires de la ville de Montpellier et qu'on n'a pas de jus. Non. Attendez. Non, mais attends. Non. Monsieur Lantéric. Non. Je n'ai pas discuté. Non. Monsieur J'ai parlé de la forme et du fond tout à l'heure. Hein. Sur le fond, j'ai défendu effectivement les choses que je dois défendre. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein, voilà. Aujourd'hui, je parle du quartier Oz. Mais bon, il y a des choses, des fois, quand même... Bon, j'en dis pas plus pour ça. Mais j'ai quand même de la suite dans les idées la dernière fois, et je ne vais pas vous refaire l'intervention. Allez-y. J'ai parlé, effectivement, n'en déplaise à mon ami communiste passé, qui m'a fait une remarque. On sentait qu'il avait vraiment envie de cette gare TGV et LGV, parce que TGV... Oui, mais il en a envie, je le comprends, il en a envie. Oui. Moi, j'ai dénoncé le fait que partout on se bat pour éviter d'avoir une urbanisation au droit des grandes voies de circulation ou des lignes TGV ou LGV. Et nous, comme on est champion du monde, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, on dit ça va passer et de chaque côté on va construire, vous verrez, les gens ils seront très heureux. Ils n'auront pas de pollution, pas de bruit, parce qu'on mettra des trucs anti-pollution, anti-bruit, tout. OK. Alors vous m'avez repris, vous m'avez dit, mais j'ai bien noté, le communiste m'a dit, mais je le comprends qu'ils disent ça. Ouais, mais la gare, on la veut au cœur de la ville. D'accord. Alors, Monsieur le Président, oui. Mes chers collègues, on annonce un trafic de 10 à 15 trains par jour. J'ai regardé le dossier, hein. De 10 à 15 trains par jour sur la nouvelle gare TGV dans les 10 premières années. Soit moins de la moitié du trafic d'une gare comme celle de Valence TGV. Je pense que nous pouvons tous nous mettre d'accord sur ces chiffres. Ce sont ceux de RFF et de la SNCF. Je constate que l'activité de la gare de Valence TGV n'a pas créé le marché nécessaire à la construction d'un quartier d'affaires. Tout juste celui d'une zone d'activité assez banale, pour pas dire très banale. Or, le projet de ZAC dans le projet de ZAC qui nous est présenté, on parle de 180 000 m² de surface de bureau, ce qui est considérable. Et bien sûr très risqué compte tenu de la faiblesse du trafic TGV attendu sur cette nouvelle gare. Nous sommes un certain nombre dans cette assemblée, me semble-t-il, à nous interroger sur le réalisme économique de programmes d'aménagement. Et donc sur les risques qu'il fait peser structurellement sur les finances de notre collectivité. Ma question est simple. Une étude de marché a-t-elle été réalisée pour justifier une telle programmation de bureaux? Si oui, je vous remercie par avance de bien vouloir la communiquer aux membres de cette Assemblée. Merci de votre attention. Bon, Monsieur Lantéric, je ne vais pas vous répondre à ce que je dis chaque fois. On ne va pas refaire les perroquets. Bon, le quartier Oz, on sait très bien ce qu'il y a derrière. On sait très bien également l'importance qu'il revêt sur le plan économique. C'est un poumon vert, un poumon économique. Je vous l'ai dit en début de séance, c'est une réalité. Vous comparez Valence, que je sache, n'est pas dans le référencement de ce qui est caractéristique d'une métropole, que sera Montpellier. Ce n'est pas une gare betterave non plus, c'est une gare qui sera implantée directement à proximité d'un grand Montpellier dont le centre est en train de s'élargir par rapport à l'influence économique qu'il a. Ça fait partie du centre avec les cordons ombilicaux que représentent les transports en commun, que représente l'intermodalité, et autour de ça, il y aura effectivement cette notion économique d'implantation qui sera décisive. La Chambre de commerce n'a pas attendu, puisqu'elle a déjà décidé d'y mettre un Montpellier Business School. Ça, c'est calé. Et puis, toute une série d'interventions qui arrivent derrière. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, Président. Monsieur Martin. Oui, très rapidement, et mes collègues montpelliérains m'excuseront parce que c'est une remarque que j'ai déjà faite il y a 48 heures en conseil municipal, mais je vais la refaire ici, vu que mon collègue Lantéric met ça sur la table, et je vais le généraliser un petit peu. On vient de parler du PLH, 5000 logements à construire sur le territoire de l'agglomération, ça vient d'être voté avec une très large majorité, donc on peut dire qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Il faut les faire quelque part. À chaque endroit où on peut les faire, ça peut donner lieu
à des discussions et il faut trancher ces discussions par des choix politiques. Soit on les fait en bordure des villes. C'est le cas du nouveau quartier Oz. On peut discuter ce choix-là, effectivement. Soit on les fait dans des zones déjà urbanisées. Il faut en discuter et trancher ce choix politiquement. Soit il faut construire en hauteur. C'est le cas à Montpellier, à Saint-Roch, ou le nouvel axe Saint-Roch, où il y a de grandes discussions sur la hauteur, on est d'accord, on n'est pas d'accord, et il faut le trancher politiquement. Le problème, c'est quand j'entends les mêmes me dire qu'il ne faut pas construire en bordure de ville, qu'il ne faut pas construire en ville, et qu'il ne faut pas construire en hauteur. Et alors qu'en plus, ce sont les mêmes qui sont d'accord avec mon PLH, je me tape ce que vous pensez sur la chaise. Parce que je fais comment? Je les mets où? En profondeur. Alors pour... Merci, Président. Vous l'avez pas dit. Donc, oui, mais si on les met ailleurs, on va me dire, là, on est en pleine nature. Et donc, il ne faut pas... Où qu'on les mette, ça va nécessiter bien entendu un choix politique. Mais quand j'additionne les choses, chaque fois qu'un endroit est discuté, les mêmes viennent me dire que c'est pas là qu'il faut le faire. Et en plus, on me transforme ça souvent, et j'en terminerai par là, en me disant, Martin, tu bétonnes. Non, je ne bétonne pas, je construis, parce qu'il y a des gens qui sont dans la mouise pour leur logement. Point. Martin, libéraux. Mais c'est tranché depuis longtemps, ça. J'entends ce que vous dites, monsieur Lantéric, mais la conception architecturale autour de la gare TG a intégré l'ensemble des éléments que vous évoquez. Je ne dis pas que tout est parfait, mais les choix qui ont été faits dans les équipes qui ont planché sur Oz ont permis de qualifier, de retenir cette vue-là. Parce qu'effectivement, dans la configuration de l'aménagement, on est tout à fait dans la prévention des risques que vous accentuez un peu en disant attention, il va y avoir de l'activité dynamique, ça va faire du bruit, ça va faire... Tout ça s'est intégré dans la conception d'aménagement du secteur de Oz. Et ce qu'on appelait la baignoire permet effectivement de contenir le bruit, éviter qu'il se disperse, etc. On ne va pas refaire l'histoire à chaque fois, sinon on va être obligé d'inviter des architectes, des experts. Il y en a beaucoup qui circulent un peu partout actuellement. Je les respecte, les architectes. Quand les choix sont faits, on y va. Et on sait très bien que derrière, ça déroule. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition. Une opposition. Il n'y en a qu'une là, c'est une. Pas d'abstention. Adopté pour le reste. Dossier numéro 19. Là, on passe à Aude. Parce qu'on a évoqué aussi, on parlait. Aude, c'est par exemple de traiter les entrées de ville, quoi. L'entrée de ville entre Montpellier et le secteur du littoral, elle aura une autre figure dans quelque temps que ce qu'elle avait actuellement. À vous, monsieur Morales. Oui, alors là, on est sur l'affaire 21, donc sur la partie de l'établissement public foncier Languedoc-Roussillon, où il s'agit de porter un avenant à la convention opérationnelle pour la faire passer de 5 à 8 ans, puisque maintenant le projet de création d'une réserve foncière sur ce site a été déclaré d'utilité publique par le préfet. Donc nous souhaitons consolider par des acquisitions à l'amiable ce projet dans le cadre de cette DUP. Voilà pourquoi nous souhaitons prolonger la convention et se mettre en conformité. Alors, je vous propose de suivre le rapporteur sur cette question. Pas d'opposition? Abstention. Pas d'autres abstentions? Adopté. Merci pour les dossiers urbanisme, merci pour les contributions des uns et des autres. On passe au volet économique maintenant. Monsieur Pastor. Ah, excusez-moi. J'ai pas fait autre. Alors, l'écocité, excusez-moi. Alors, on est toujours dans l'écocité et si je peux me permettre, la référence que je prendrai pour la gare sud de France Montpellier, c'est plutôt Euralil, qui a permis, alors que la ville de Lille était dans la déshérence à un moment donné, avec la perte de toutes ces industries sidérurgiques et textiles, le fait d'avoir fait le projet Euralil, en jouant sur la connexion de la grande ligne européenne, a permis de redoper complètement la ville de Lille, qui est actuellement une ville dont l'économie a complètement été retravaillée et enrichie. Alors ici, il s'agit toujours de l'écocité.
On a une démarche d'aménagement global et concerté qui a été mise en place sur ce dossier-là à partir de l'ensemble qui s'appelait Route de la Mer et qui actuellement a pris le nom définitif d'Aude, d'Aude à la mer nature urbaine. Il s'agit là sur un périmètre d'ensemble de 250 hectares de déclencher des opérations opérationnelles en passant par le biais d'une procédure de ZAC. Donc la première, on l'a déjà votée, on a mis en place sa réalisation, c'est ZAC Aude à la mer nature urbaine acte 1. Là, il s'agit maintenant d'ouvrir une deuxième phase de concertation sur la partie qui concerne la ZAC future que l'on va créer, Aude acte 2 sur 112 hectares, qui prend appui sur les pôles de Biraken, le pôle de Majeur de Grand Sud Carrefour, le pôle de Fenouillet-Estagnol-Solis, le Soriège chez Boirargues, et là aussi, sur notamment le Fenouillet, on va complètement rétablir la zone de submersion, la lagune, dans ce territoire-là. Donc les maires de Pérols et de Latte qui sont concernés par ce projet en sont parfaitement au courant et ils sont parfaitement opérationnels pour mettre en place cette nouvelle lagune. Voilà. Alors il s'agit là de lancer la concertation, de mettre à disposition le dossier de concertation publique et de la DRAL, qui est très intéressant puisqu'il considère que ce projet est exemplaire parce qu'il est sur du réinvestissement urbain, avec plus de 70% de territoire en recyclage urbain, 17% de surface pour les espaces naturels, 12% de projets fonciers en espaces naturels, et la remise alternative de lutte contre les inondations, rattrapage hydraulique, et bien sûr aussi la préservation des zones de l'Estagnol humides et réservées. Voilà pour ce dossier. Merci pour ces détails. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. On passe au dossier économique. On retrouve le groupe Subdeco Montpellier Business School et une subvention Gilbert Pastor. Le micro. Oui, Monsieur le Président, je vais essayer de ne pas me répéter parce que j'ai un peu le sentiment à la suite des conseils, là, on répète beaucoup les mêmes choses. Moi, je veux dire qu'on a compris la position de pas mal de gens sur OSE et tout ça. C'est pas la peine à chaque conseil de nous faire une piqûre de rappel. Là, c'est le groupe Subdeco qui, comme vous le savez, a changé en 2013 de statut. C'était avant adossé complètement à la CCI. Maintenant, c'est devenu une association de 1901 dans laquelle il y a la région, la Chambre de commerce régionale, la CCI régionale, la CCI de Montpellier, le département, l'association des diplômés et la communauté d'agglomération de Montpellier. Donc, cette école qui va s'installer dans le quartier Rose, à côté de la gare, et comme vous, je suis étonné qu'on compare Montpellier à Valence. C'est assez surprenant. C'est pas du tout la même cour. On joue pas dans la même cour. Et ensuite, il prévoit de faire augmenter leur nombre d'étudiants de 2004 à 3000. Il prévoit des participants à des formations continues. C'est vraiment un élément important de notre dispositif dans le secteur et entre autres au niveau de l'international et du numérique. Et donc, on vous propose donc de voter une subvention de 100 000 euros pour le fonctionnement de cette association. Je mets le rapport aux voix. Monsieur Lantéric. Monsieur le Président, je voudrais dire un mot. Monsieur Revol. Juste pour expliquer que je voterai contre cette subvention à cet enseignement privé. Je pense que l'enseignement supérieur public est aujourd'hui dans une grande difficulté et que dans ce contexte, nous n'avons pas à faire cette subvention. Je connais très bien ces structures pour y avoir enseigné. Je pense vraiment qu'ils n'en ont pas besoin. Je comprends qu'on puisse accompagner leur installation, mais ils n'ont pas besoin d'une subvention de fonctionnement. Merci. Monsieur Lantéric. Si j'ai le micro. Je rejoins complètement mon ami Révol là-dessus. Simplement, je dirais à mon collègue Pastor qu'il accepte quand même qu'on puisse dans cette assemblée s'exprimer quand on n'est pas d'accord. Et
peu cher. Je l'ai fait la dernière fois, ça a été repris. Je redis, je reste cohérent avec mon vote, mais si je m'abstiens ou que je vote contre et que je dis pas pourquoi, quand même, ça enlève du sens. Avancez. Voilà. Ouais, non, mais d'accord, mais quand même, moi, j'aime pas qu'on me fasse des coups comme ça, qu'on dit, oh, il raconte toujours les mêmes conneries, parce qu'entre guillemets, je dis, c'est ça, on en a ras-le-bol d'entendre. Eh ben oui, mais les écolos, ils seront toujours là pour vous expliquer qu'il y a des choses que c'est pas bien. Peut-être que dans 15 ans et dans 20 ans, tu t'en rendras compte, mais peut-être ce sera trop tard. Alors, Monsieur le Président, sur l'attribution de la subvention, l'école supérieure de commerce est une école qui dépend de la CCI. Elle dispose, je crois, de financement propre. Qu'on les accompagne, qu'on travaille avec eux, ouais, ça c'est super. Subdeco n'est pas une école en péril. À l'heure où nos universités sont prises à la gorge financièrement par les conséquences de la loi NLRU, permettez-moi de trouver indécent cette aide financière de 100 000 € accordée à la CCI à son école de commerce. Cette subvention me semble injustifiée et inopportune. Je voterai contre. Et j'en dirai pas plus, mais je voterai contre. Alors, Monsieur Azlanian et Monsieur Martin. Oui, je me permets de prendre la parole parce que je suis le représentant de l'agglomération au sein de cette association de Subdeco Montpellier j'y ai d'ailleurs moi-même travaillé pendant 7 ou 8 ans. Donc je suis très très surpris des propos que j'entends. Ça prouve bien que vous ne savez pas de quoi vous parlez en termes de mode de gestion d'une école. Aujourd'hui, pour que Subdeco Montpellier devienne la grande école internationale dont nous avons besoin, ils doivent, puisque je n'en fais plus partie, bien sûr, ils doivent avoir une politique d'embauche de professeurs extrêmement renommés. Ils doivent monter un fonds bibliothécaire parce que les critères américains sont extrêmement précis et pointus là-dessus. Tout ça coûte de l'argent. Ne doutez pas que les étudiants qui sortent de Subdeco Montpellier viendront plus tard innerver les entreprises que nous sommes en train de développer sur notre territoire. C'est une condition sine qua non à l'implantation et au développement des entreprises. Quand les entreprises viennent pour s'installer sur Montpellier, la première chose qu'ils regardent, c'est est-ce qu'il y a des ressources humaines potentiellement embauchables sur notre territoire. Ils regardent dans les universités quand c'est de la technique, ils regardent chez Subdeco quand c'est des problèmes de management, d'achat, de qualité, de marketing. Donc je le redis, cette subvention est absolument nécessaire, crédible et cohérente. Merci, Monsieur Azanian. Monsieur Martin. Oui, Monsieur le Président, je suis déçu que certains collègues ne regardent les problèmes que par le plus petit bout de la lorgnette. En l'espèce, l'École supérieure de commerce de Montpellier contribue très largement à la promotion de notre territoire en France et à l'étranger. Et je crois que c'est essentiel. J'ai pas besoin de tes conseils, merci, ça va très bien. Je me débrouille tout seul. Monsieur Lantérig, laissez parler l'orateur. Je considère que c'est important pour faire la promotion de notre territoire et les étudiants de Subdeco et les anciens étudiants de Subdeco qui ont créé une association qui est extrêmement efficace jouent ce rôle à l'étranger et je crois que ça contribue aussi à faire venir des entreprises et je partage ce que disait notre ami Azlanian, mais aussi à créer de l'emploi. Je crois que lorsqu'on a comme objectif l'emploi, rien ne doit être laissé au hasard. C'est la raison pour laquelle c'est sans état d'âme que je voterai cette subvention. C'est un des éléments d'ailleurs qui nous amènera dans un deuxième temps à intervenir aussi probablement sur la création d'une école internationale dans le même secteur. Parce que les entreprises qui sont à l'international, elles cherchent également pour s'implanter les conditions optimales par rapport à leurs familles, leurs enfants. Et là aussi, on sera très certainement amené, ne serait-ce que pour attirer le maximum de ceux qui peuvent créer une valeur d'avenir en termes d'investissement et de présence sur le territoire, une école internationale. Monsieur Azanian, vous ne pouvez pas voter puisque vous êtes au conseil d'administration. Voilà. S'il n'y a pas d'autres remarques, je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition. 1, 2, 3. Pas d'abstention. 0 abstention. Le reste, vote pour. Merci. Ensuite, on passe au dossier 22. On retrouve Christophe Morales pour l'urbanisme. C'est le projet de plan de protection de l'atmosphère révisé. Alors là, l'initiative est à la préfecture et nous devons l'approuver. Alors je noterai quelques points rapidement. Déjà que ce PPA s'exerce sur 115 communes, donc l'aire d'installation du plan de protection de l'atmosphère
est passé de 48 à 115 communes, et il est dû parce que c'est l'aire urbaine de Montpellier. Donc il nous semble que là, la pertinence du territoire est beaucoup plus intéressante que celle qu'elle n'était auparavant, puisqu'elle permet réellement de prendre en compte l'ensemble des problématiques de qualité de l'air, notamment celles liées au déplacement. Donc ce plan prévoit 16 actions sur 16 secteurs, et on peut noter, et nous le notons dans le rapport, que nous avons déjà largement contribué à mettre en place des actions qui sont préconisées, notamment notre plan de déplacement urbain, bien sûr le plan climat-énergie territorial, mais nous avons aussi, par exemple, dans l'action numéro 1 qui préconise de rendre obligatoire des plans de déplacement urbain d'entreprise, nous avons notre plan de déplacement d'entreprise, mais nous avons aussi promu plus de 95 plans de PDE, de plans de déplacement d'entreprise, sur le territoire de l'agglomération. Donc là, nous avons été largement volontaristes. La même chose sur tout ce qui concerne le schéma directeur temps et territoire. Là, nous souhaitons être partie prenante du pilotage parce que nous avons une expérience à ce niveau-là au sein de l'agglomération de Montpellier. La même chose pour le schéma logistique urbaine où il s'agirait de mener une réflexion pour restreindre la circulation, améliorer les modalités de livraison des marchandises en ville. Et bien là aussi, nous souhaitons être identifiés comme copilotes pour cette opération-là, parce qu'il va de soi qu'il s'agit de prendre en compte un grand territoire, dont notamment celui de cœur d'agglomération, qui est celui qui supporte le plus ce type de transit. Voilà, alors Jamdam aussi fait partie de ces opérations qui vont être accéléré par ce plan de protection de l'atmosphère pour promouvoir une mobilité durable et améliorer l'offre existante. Et enfin, une petite remarque que nous faisons sur ce dossier. Le poids spécifique des transports sur la qualité de l'air est important. Et dans ce dossier de PPA, nous souhaiterions que soit bien mis en exergue, ce qui n'est pas vraiment le cas, le caractère majeur et stratégique des différents projets ferroviaires, que ce soit le contournement Nîmes-Montpellier, que ce soit la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, que ce soit les trains express régionaux, les trains d'équilibre des territoires, bien sûr les PEM, les ferroutages. Donc tous ces points-là ne sont pas suffisamment mis en exergue dans ce plan-là. Nous souhaiterions qu'ils le soient bien précisés parce qu'ils ont une importance forte dans les déplacements, dans la mobilité de l'aire métropolitaine Montpellier, Lunel, Nîmes, Alès. Et nous proposons un avis favorable. Atmosphère, on le vote ce rapport? Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Nous sommes à l'affaire 33, c'est une 23, pardon. Un échange sans soulte suite à une erreur matérielle à Vandargue. Oui, elle porte sur 1 mètre carré. Elle porte sur 1 mètre carré. Ça porte sur 1 mètre carré. 1 mètre carré. 1 mètre carré, mais 1 mètre carré, c'est 1 mètre carré. Eh oui. Des fois, ça... Il y a un ballon, des fois, qui ne rentre pas pour 50 cm. Alors qu'il rentre. Bon. Je mets le rapport au voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. On revient à l'économie. Dossier 24, soutien aux manifestations, conventions. Monsieur Pastor. Monsieur le Président, je vous propose, pour gagner du temps, de voter les subventions proposées qui ont été acceptées à l'unanimité de la Commission. Est-ce qu'il y a des remarques de la part de l'Assemblée? Pas de remarques. Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier 25, association Lab-Sud, convention de partenariat. Oui, alors là, c'est un partenariat qui est important. Ça concerne un Fab Lab sur Montpellier, agglomération. Le Fab Lab, c'est un concept qui a été développé par la MIT de Boston. Et c'est un lieu où les gens vont pouvoir prototyper des produits industriels qu'ils ont imaginés. C'est ouvert aux entrepreneurs, aux particuliers, aux étudiants. C'est un lieu très ouvert. Et nous, c'est important dans le cadre de notre politique, de notre candidature comme Montpellier, agglomération ville numérique. D'ailleurs, aujourd'hui, Fleur Pellerin lance le concours, l'appel à projet, et je pense que Montpellier en fera partie avec tous les atouts que nous avons. On le gagnera, ce projet. Donc, nous, dans ce cadre de cette association, on les héberge gratuitement. C'est notre contribution à cela. Je vous invite à contribuer à l'unanimité. C'est le cas, c'est très bien. Adopté à l'unanimité. 26. Monsieur le Président, je voudrais simplement dire à mon collègue Jacques Martin que nous avons, depuis la semaine dernière à Castries, un champion du monde de judo, classe vétéran. Il a gagné ce titre à Abu Dhabi. Vétéran. Est-ce qu'il a été formé par Jacques Martin? Ah non. Ah, c'est le député qui l'a formé.
À Casserie, on retombe toujours sur ses pattes.